BFM Business, Intégral Bourse. Dernière ligne droite avant la clôture. Dernière demi-heure pour la séance boursière en Europe, au terme d'une semaine qui aura été encore mouvementée en termes d'actualité, sur les marchés aussi. On a eu quelques séances heurtées sur le marché obligataire, un peu moins peut-être à la Bourse de Paris, parce que c'est vrai que quand on regarde l'indice parisien, le CAC 40 sur l'ensemble de la semaine, on a vraiment l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose, alors que non, il y a eu des mouvements importants quand même au sein de l'indice parisien, des rotations sectorielles alors, de courte durée. On a vu le luxe qui tout sautait hier, des baisses de 4-5% sur des valeurs du luxe star de la cote, Kering, LVMH, Hermès qui intégrera bientôt le CAC 40, des baisses qu'on n'avait plus vues depuis plusieurs mois au minimum pour ces valeurs-là, donc qui ont soulevé quelques interrogations. Assez courtes les interrogations, en tout cas de manière assez immédiate. On voit quand même l'intérêt qui revient immédiatement sur ces valeurs. L'exemple parfait du jour étant Kering, qui baissait de 5% hier et qui reprend 5% aujourd'hui. Kering qui renoue avec le niveau des 500 €. LVMH gagne 1,4%, L'Oréal plus 1%. Et puis Hermès qui chutait de 6% hier se stabilise. 0 plus pour le titre Hermès aujourd'hui à 10 jours de son entrée au CAC 40. Donc le CAC tout au long de la semaine entre 5004 et 5500 points. On verra ce que cela signifie là en termes de séquence de marché. Et puis évidemment beaucoup de sujets qui limitent les prises de risques excessives, l'Italie, les tensions commerciales, les émergents, les banques centrales. Semaine importante évidemment la semaine prochaine avec la perspective des réunions notamment de la Fed et de la Banque Centrale Européenne. On parle de tout cela avec nos invités du Club de la Bourse avec nous jusqu'à 18h. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Stanislas Bernard est à nos côtés ce soir jusqu'à 18h, le président de 21st Capital. Stanislas, bonsoir. Bonsoir. Alexandre Baradez en charge de l'analyse de marché chez IG à Paris. Bonsoir Alexandre. Et David Calfon, le président de Sanso Investment Solutions qui nous accompagne également ce soir. David, bonsoir. Bonsoir. Le luxe, ça a été la semaine où le luxe a tout sauté. Je dis bien tout sauté parce qu'il va falloir remettre ça en perspective, mais c'est vrai que sur une séance, sur quelques heures hier, on a vu des baisses de 4, 5, 6% de baisse, même pour un titre comme Hermès, des baisses qu'on avait plus vu depuis des mois, voire une paire d'années pour certains. Je crois que pour Hermès, c'était la plus forte baisse depuis septembre 2016. Pourquoi le luxe a tout sauté hier, alors que ce sont les valeurs stars de la cote, et pourquoi est-ce qu'on voit tout de suite un regain d'intérêt ou un retour d'intérêt immédiat pour ces valeurs? Kering, là, qui efface complètement la baisse de 5% d'hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on peut refaire la séquence? Et est-ce que c'est le bon moment de se poser des questions qui fâchent? Je ne sais pas, mais en tout cas des questions en profondeur sur ce secteur du luxe, ultra valorisé, avec des performances stratosphériques depuis des trimestres, voire des années maintenant pour certaines de ces valeurs. David? Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, on parle de valorisation élevée déjà. Donc, lorsque vous avez des titres qui sont sur des valorisations élevées, ça veut dire que la moindre petite anomalie, les Américains ont cette expression merveilleuse, on dit c'est priced to perfection. On intègre le scénario le plus idéal. Donc, dès qu'on commence à avoir le moindre doute, effectivement, la sanction ne se fait pas attendre. Et c'est un petit peu ce qu'on a eu hier. Qu'est-ce qui a pu provoquer un doute? Non, mais juste, j'aimerais comprendre. Même si c'est la séquence un peu immédiate, les doigts dans la prise, une séance ne veut pas dire une tendance, mais qu'est-ce qui a pu mettre un doute? Je pense qu'on est sur un marché qui est quand même très nerveux. Il y a beaucoup de nervosité un peu partout. Ouais. Et c'est vrai que dès qu'il y a des mouvements qui commencent à s'enclencher, très vite, on voit, surtout sur des titres où on commence à avoir quand même un petit peu de concentration au niveau du positionnement. Il faut voir que le secteur du luxe, c'est quand même l'un des facteurs de sous-performance, de contre-performance relative des gérants actifs en ce moment. C'est-à-dire que vous avez une performance de l'indice CAC 40 qui est excellente, et vous avez, quand on regarde les fonds qui sont investis sur les valeurs françaises, qui ne font pas aussi bien que le CAC 40. Et ça s'explique tout simplement parce que vous avez 3 valeurs, Kering, LVMH, Total. Et si vous n'êtes pas sur les 3 en même temps, et si vous voulez surperformer l'indice, il faut vraiment tout détenir, et en détenir si possible plus que l'indice. Donc, au bout d'un moment, effectivement, donc ça, c'était l'histoire du premier trimestre. Bien entendu, du coup, il y a un rattrapage et donc il y a un positionnement un petit peu excessif qui se fait. Après, tout peut se produire et tout s'enchaîne vraiment très, très vite. Alors, en revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction du marché aujourd'hui. Oui, et le rebond. Sont des titres qui offrent quand même une visibilité sur leur activité qui est quand même très forte. Et c'est d'ailleurs pour ça
on peut se permettre de payer des multiples aussi élevés. On est dans un environnement macroéconomique en Europe depuis ce début d'année où tout va bien, mais c'est pas aussi rose qu'au 4e trimestre 2017, où là, on était véritablement on allait de bonne surprise en bonne surprise. Là, les chiffres qu'on a sont bien, sont corrects, tout à fait cohérents avec 2% de croissance, ce qu'on n'a quand même pas vu depuis longtemps, donc on ne peut pas dire que la situation soit mauvaise, mais en revanche, on a arrêté d'avoir des surprises positives. Et les chiffres qu'on a eus montrent plutôt une espèce de plafonnement, de tassement de l'activité économique. En finance, on vous apprend toujours que ce qui est rare est cher. Donc, quand il n'y a plus de croissance, quand vous commencez à avoir des doutes sur la croissance, il y a un réflexe très, très simple et assez automatique qui est d'aller se reporter automatiquement sur les valeurs qui ont de la croissance. Et ces valeurs-là, c'est pile, elles gagnent, face, elles gagnent aussi. Enfin, l'an passé, on avait le momentum de croissance, c'était déjà les stars de la cote. Et là, moi, j'achète le point que vous mettez en avant. Dans une phase où on a moins de visibilité sur le cycle, vous dites, elles apportent cette visibilité qui justifie qu'elles soient encore les stars de la cote. Dans les deux cas, elles sont les stars de la cote, hein, d'une certaine manière. Alors c'est un exercice qui a ses limites. Ouais. C'est un exercice qui a ses limites. Les arbres ne montent pas au ciel. Au bout d'un moment, on se réveille et justement, des journées comme hier peuvent réveiller un peu les investisseurs. Donc on se pose des questions légitimes quand même. Oui. Stanislas Bernard, quels éléments d'analyse vous pouvez nous apporter sur le luxe et comment est-ce que vous regardez justement, avec quel regard, quel œil analytique vous regardez ce secteur du luxe? Alors, nous considérons que ces valeurs sont vraiment surévaluées. À vrai dire, elles le sont depuis 2007, depuis que les PE sont au-dessus de 25. Ouais. Et quand on regarde par rapport aux GAFAM, en fait, elles sont plus chères que les GAFAM. Ouais. Puisqu'on est à plus de 30 fois les bénéfices sur ces valeurs du luxe. Et en fait, la réaction d'hier est assez symptomatique. Quand vous avez une valeur surévaluée, il suffit d'une note d'un analyste, ce qui s'est produit hier, alertant sur un risque de ralentissement en Chine au deuxième semestre, pour que ça déclenche une baisse de 5% de ces valeurs. Donc je pense qu'il va falloir s'habituer à plus de volatilité sur ces valeurs, qui étaient considérées comme des valeurs sans risque jusqu'à présent. Il faut aussi dire qu'elles ont bénéficié énormément du retour synchronisé de la croissance mondiale, et notamment le retour de la croissance au Japon, qui est très consommateur du luxe aussi. Donc tous les feux verts étaient là. Et désormais, est-ce que ça va rester là pendant encore quelques années? Si on fait des projections, nous on raisonne en actualisation des cash flows. Et en actualisation des cash flows, ce secteur est largement surévalué. Ah oui. Sans compter qu'il y aura quand même un impact avec la hausse des taux, la hausse des matières premières, qui devrait quand même finir par peser sur les marges. Donc vous dites, attention, ces valeurs-là, elles ne sont pas aussi insensibles que ce qu'on peut imaginer. Elles ont quand même des points de fragilité, c'est peut-être beaucoup dire, mais des points de sensibilité quand même, c'est ça? Disons qu'en tout cas, à plus de 30 fois les bénéfices, on est sur des valorisations stratosphériques qui sont, à notre avis, pas justifiées par les fondamentaux. Ouais, non, mais allez-y. Et donc, effectivement, nous, on a tendance à préférer plutôt jouer des secteurs qui sont pas encore privilégiés par les investisseurs. Notamment le secteur bancaire, pour ne citer que lui. Parfait, mais on va y venir, on y viendra au secteur bancaire, mais sur le luxe, votre regard, Alexandre, puis il va falloir qu'on dise un mot, parce qu'elles sont déjà très chères, survalorisées, elles pèsent un poids considérable dans le CAC 40 et elles vont peser encore plus lourd avec l'arrivée d'Hermès le 18 juin prochain. Donc, bonne idée ou fausse bonne idée, on va se poser la question. Mais Alexandre, votre regard sur ces valeurs du luxe, le parallèle qu'on peut faire avec les GAFAM, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est ce parallèle justement, parce que les trajectoires des valeurs du luxe ont des trajectoires similaires à celles des titres tech. Quand vous regardez, encore une fois tout à l'heure sur votre antenne, je parlais de Kering, mais c'est un des meilleurs exemples. Ouais. Le dernier rallye, c'est un strike haussier ininterrompu. Et si on fait le parallèle avec les marchés US, par exemple, qui ont performé assez fortement fin 2017, début 2018, il y a cet énorme rallye qui s'est mis en place. Et la correction qui arrive en janvier, quand vous corrigez brutalement et que votre seul repère graphique, vous êtes sur des plus hauts historiques, bien vous regardez tout de suite ce qu'on appelle les retracements techniques, les premiers 23,6, 38,20. Et comme il y a beaucoup d'algos sur ces titres-là, mais quand ça commence à décharger, ça passe très vite d'un point A à un point B, que sont ces niveaux de retracement. Et je prends le cas de Kering, tout à l'heure j'en parlais, c'est 200% de rallye entre 2016 et 2018, une phase très latérale pendant quasiment un an et demi, et 40% d'hausse derrière, et 40% en ligne droite. Donc, si vous commencez à corriger, il faut chercher le 23,6 de 38,20. C'est ça. On peut perdre 20, 30, 40% très vite sur ces valeurs, sans que ça remette en cause quoi que ce soit non plus. On peut lâcher sur le dernier rallye de 40%, même si on lâchait la moitié de ce rallye, on sera encore sous des moyennes de prix haut, donc il n'y aurait pas pour autant de bear market sur ces titres-là. Mais on pourrait parfaitement avoir effectivement un coup d'arrêt quand même. Voilà, un coup d'arrêt assez brutal, et surtout sur des absences de repères graphiques quand on est sur des plus hauts historiques. Il n'y a que les retracements qui deviennent des repères graphiques. Hermès au CAC, donc on va avoir
voir. Kering, LVMH, allez, je rajoute quand même L'Oréal, même si on peut discuter on n'est pas tout à fait sur les mêmes positionnements, mais déjà Kering, LVMH, L'Oréal, c'est 17% du CAC aujourd'hui. Rajoutons Hermès à partir du 18 juin, ça nous donne 25% du poids de l'indice représenté par un secteur. Bon, alors David Calfon. Ça, c'est pas forcément nouveau. Hein. On a eu souvent un Eurostock 50, par exemple, qui était à 30% financière. Ouais. Bon, ça gênait personne. Ce qui est intéressant, c'est le côté, effectivement, ça donne une typologie au marché qu'on n'avait pas avant. Hein. C'est quand même assez atypique d'avoir le secteur du luxe qui représente une part aussi importante du CAC 40. Non, le vrai drame dans tout ça, c'est la gestion passive. Parce que on fait rentrer dans l'indice, comme toujours, hein, c'est la règle de la construction des indices quand on les pondère par capitalisation boursière, c'est que techniquement, vous êtes obligé de faire rentrer dans l'indice le titre qui a eu la meilleure performance. Ouais. Alors, ceux qui suivent le CAC 40, pour qui la référence, le benchmark, c'est le CAC 40, vont tous devoir acheter du Hermès demain, pour ceux qui n'en ont pas. S'ils veulent suivre l'indice, effectivement, oui. Et quand on voit tout l'argent qui est parqué sur les ETF, quand on est porteur d'un ETF CAC 40, bah, effectivement, on va se retrouver à acheter, après la performance assez exceptionnelle d'Hermès et sur des valorisations effectivement stratosphériques, on achète Hermès le 18 juin, le jour où ça rentre dans l'indice. C'est compliqué. Ouais. C'est sûr d'acheter à ce niveau-là Hermès, parce qu'on parlait des valorisations, vous disiez 25-27 fois le secteur du luxe en Europe, peut-être. Hermès, c'est 45 fois. Hein. 45 au moins 45 fois les bénéfices attendus. Hein. Donc c'est déjà. Non, en fait, on est à 30 fois sur les PE, contre une moyenne historique qui est de 18 à 20. Pour le luxe. Pour le luxe, hein, donc on est sur des niveaux déjà très au-delà élevés. des historiques. Bon, alors, je sais pas, Hermès au CAC. Je trouve intéressant les propos de David sur la question justement de la gestion automatique et du fait d'intégrer, donc d'acheter ou de vendre des valeurs de manière automatique, parce qu'on fait de la gestion indicielle. C'est la même réaction qu'on peut avoir dans l'autre sens. C'est-à-dire quand vous commencez à passer sous des niveaux techniques, des moyennes de prix hautes sur l'indice, vous êtes obligé, certaines gestions aussi passives ou des modèles de gestion, sont obligés de décharger l'ensemble de l'indice pour alléger l'Europe, parce qu'à un moment donné, il y a des craintes sur la macro allemande par exemple, des craintes sur les tarifs commerciaux, des craintes sur le Brésil, on va en parler. Et donc, en ce moment, l'Europe, c'est un peu ça. C'est-à-dire que les propos de la BCE, donc il y a une espèce de nuage un peu noir qui fait que, donc si on cherche des raisons sur la dégradation peut-être du luxe, est-ce que cet ensemble d'éléments macro moins positifs, je ne dis pas, on sait que ce sont des valeurs qui sont exposées mondialement, mais sur l'Europe, oblige certains à s'alléger sur les indices européens qui sont des indices de référence, même si les chiffres de ces entreprises sont faits au niveau mondial. Ça peut être une explication et les craintes peut-être. Je prends un cas peut-être un peu fantaisiste, mais est-ce qu'il n'y a pas une crainte sous-jacente de voir, si la guerre commerciale devait prendre corps, ce type de secteur être soumis à un moment donné à des barrières tarifaires Il veut interdire les Mercedes sur la 5e, il peut très bien décider de vouloir interdire les boutiques Dior ou Louis Vuitton. Quoi. Hermès au CAC, non? Oui, Stanislas Bernard, c'est la fausse bonne idée Non, mais en fait, c'est une très bonne idée, puisque c'est quand même la 8e capitalisation du CAC 40, donc elle rentre... Elle n'était pas rentrée précédemment parce qu'elle avait un flottant trop petit. Là, elle a une capitalisation qui a beaucoup grossi ces dernières années, donc c'est tout à fait logique et bien mérité. Je pense aussi que c'est une belle vitrine pour la France, puisqu'en fait, il n'y a pas de valeur du luxe en Allemagne, par exemple sur le DAX. Donc c'est très bien pour le CAC, on a nos GAFAM français. On a notre spécificité, non, mais on l'assume et on l'affiche. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. En revanche, personnellement, je pense qu'il y a un intérêt à l'acheter maintenant, avant l'introduction, avant son introduction dans le CAC le 18 juin, puisqu'effectivement, il y a beaucoup de fonds indiciels qui vont commencer à en acheter. Moi, j'avais en tête, alors je sais pas, c'est un peu intuitif, mais j'avais en tête que quand une valeur entrait au CAC, elle commençait souvent une phase de sous-performance ensuite. Alors en fait, il y a une surperformance généralement avant son entrée au CAC. Et le jour J, vous sortirez pour prendre vos bénéfices. Fini. On verra comment ça se passe le 18 juin pour Hermès. Non, mais effectivement, on surveillera cette date-là. Bon, Hermès qui intégrera le CAC. Je pense que c'est la première fois de leur histoire. Hein. Oui, je dis pas de bêtises. Hein. Depuis 1988, création de l'indice, Hermès intègre pour la première fois de son histoire le CAC 40. Le titre Hermès se stabilise. Kering LVMH en tête du CAC. Kering qui reprend plus de 5% aujourd'hui, 503 €. On a complètement effacé le petit blip d'hier sur le titre Kering. Le CAC lui reste à l'équilibre, 5445 points. On marque une pause. On se retrouve dans un instant avec nos invités du Club de la Bourse. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse.
Nos invités avec nous jusqu'à 18h, David Calfon, le président de Sanso Investment Solutions, Alexandre Baradez, chef analyste chez IG à Paris, Stanislas Bernard, le président de 21st Capital. On a parlé du luxe, on pourra en redire un mot à la clôture parce que Kering efface en une séance la baisse d'hier, c'est assez spectaculaire. Kering qui reprend plus de 5% à 502 euros, 503 euros même quasiment pour le titre Kering. Un autre événement qui a marqué cette semaine, hier d'ailleurs, c'était le discours du chef économiste de la Banque Centrale Européenne, Peter Pratt. Stanislas Bernard, comment est-ce que vous avez reçu ce message? On est à une semaine de la réunion de la Banque Centrale Européenne. On pouvait avoir le sentiment, au milieu du risque italien qui a considérablement augmenté, les tensions commerciales, des émergents qui commencent à craquer ici et là, on pourra en dire un mot. Certains auraient pu se dire, tiens, la BCE va la jouer très mollo, très douce. Il y a la réunion de la semaine prochaine. Il y a encore une réunion au mois de juillet pour ajuster la communication. Pas de précipitation, pas d'urgence à avoir. Sauf que visiblement, Peter Pratt nous dit il y a quand même urgence au moins à changer de discours et on va peut-être le faire dès la semaine prochaine. Et le marché a réagi sur ce discours-là. Est-ce que c'était approprié de le faire à ce moment-là ou est-ce que la BCE prend un risque important justement en s'avançant un peu trop dans le contexte actuel ? Alors moi, je pense que c'était approprié parce que finalement, le risque de l'Italie, qui était un risque extrême la semaine dernière, on a vu que ce risque n'était pas probable, c'est-à-dire une sortie de la zone euro. Pourquoi ? Parce que on a vu qu'il y a des contre-pouvoirs en Italie, que le président italien n'a pas hésité à exercer son veto contre la nomination de ce ministre des Finances, anti-euro. Et donc, et par ailleurs, il a un droit de veto aussi sur le budget qui va être voté, puisqu'il faut que les dépenses soient financées. Donc en tout cas, nous, on considère que ce risque, il est évacué. Il n'y a pas de risque de sortie de la zone euro, malgré un gouvernement très populiste au pouvoir. Dans ce cadre-là, il est assez logique que la Banque centrale ait voulu envoyer un message pour signifier qu'elle était, indépendante, et qu'il ne fallait pas compter sur elle pour favoriser cette expansion budgétaire sans limite que le gouvernement italien a l'intention de mettre en place. Ouais. Donc je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Plutôt sain. Et il faut dire aussi qu'il est impératif que les politiques monétaires se normalisent. Il était prévu une annonce avant la fin de l'année, et donc ça sera assez logique d'avoir une annonce la semaine prochaine sur ce sujet quantitatif. Impératif, pourquoi ? Parce que l'histoire fondamentale justifie un arrêt de ces politiques. Parce qu'on a on a une perte de momentum économique aujourd'hui en Europe. Oui, on a eu un chiffre d'inflation qui bondit à 1,9 au mois de mai, mais l'inflation sous-jacente, elle était encore à moins de 1% les mois précédents. Donc, est-ce qu'il y a une réalité fondamentale qui justifie là de vite se dépêcher à sortir du QI, par exemple ? Quand vous regardez les indicateurs ISM, effectivement, il y a un retournement. Un ralentissement de l'accélération, en tout cas de la croissance économique. Mais en revanche, malgré cette décélération, on est toujours au-dessus de 50. Donc on est toujours sur des indicateurs avancés qui sont bien orientés. Et on a par ailleurs une banque centrale aux États-Unis qui est en train de resserrer sa politique monétaire. Donc ça peut produire des effets, bien sûr, sur l'échange. Et il y a quand même un risque que ça pèse sur l'euro, comme on a pu le voir, et que ça se traduise par des pressions inflationnistes. Donc de toute façon, il est impératif que la BCE rattrape un peu son retard. Et il y a vraiment de la marge, parce que son taux directeur est encore négatif. Donc il y a vraiment de la marge. Il faut commencer par, effectivement, ralentir ses achats quantitatifs. Bon. Stanislas Bernard est dans le camp de Peter Pratt. David Calfon, oui, c'était approprié le discours de... Oui, vous aussi ? Moi aussi. En fait, il y a plusieurs sujets. Le premier, c'est que la Banque Centrale Européenne, c'est la Banque Centrale de la zone euro. C'est pas la Banque Centrale d'un pays. Ils ont à cœur de le préciser et d'en faire quelque chose de très fort. Et je pense que c'est pas maintenant qu'ils vont changer leur fusil d'épaule. Surtout pas quand on parle de l'Italie et qu'on a un gouverneur de la Banque centrale qui est italien. Surtout ne pas être accusé de financer un passager clandestin. Exactement. L'Italie en plus. Deuxième chose, ils ont un mandat, c'est l'inflation. Et effectivement, quand on regarde un petit peu les chiffres d'inflation, d'accord, l'inflation sous-jacente, elle était à plus 1,1 publié le 31 mai. Le chiffre précédent, c'était 0,7. Donc il y a quand même une petite accélération. Et quand on regarde, la dernière fois qu'il y avait donc la Banque centrale a fait une évaluation de l'environnement de l'inflation, on était au mois de mars.
Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Les nouveaux chiffres, là, on va se retrouver avec un pétrole, un baril qui est quand même 18% au-dessus, un euro qui est 5% plus faible. Donc effectivement, tout ça, ça fait une pression sur les prix. On pourrait écarter ça en disant oui, c'est volatile, c'est temporaire. Effet transitoire, on regarde à travers. Exactement, mais quand on regarde le détail du PIB pour le premier trimestre de 2018, qui a été publié récemment, on se rend compte que les dépenses d'investissement, elles sont en forte hausse. On est maintenant à plus 3,6% par rapport à un rythme de 3,2 au quatrième trimestre. Donc ça, c'est du fondamental. En Allemagne, on a quand même des négociations salariales qui sont agressive, on va dire, pour le moins, avec des augmentations de salaire demandées qui sont extrêmement vigoureuses. Tout ça donne une image qui est quand même assez solide. Et le dernier point, faut pas oublier qu'on est toujours dans des cycles économiques. Donc là, on a une phase d'accélération. Le but de la Banque centrale, c'est d'être un acteur contracyclique. Ça veut dire que la prochaine fois qu'on va être dans un ralentissement économique, dans un vrai ralentissement économique, il faut que la Banque centrale ait des munitions pour soutenir l'activité. Sa seule manière de le faire, c'est de baisser les taux d'intérêt. On ne peut pas baisser les taux d'intérêt quand ils sont déjà au plancher. Bon, moi je me dis qu'il a eu raison quand même de parler Petr Prat cette semaine, parce que ça a fait bouger le marché sur les taux et sur l'euro-dollar. Visiblement, peut-être que quelqu'un ou certains avaient oublié que le programme d'achat allait s'arrêter d'ici la fin de l'année, quoi qu'il arrive. C'est bien de le rappeler d'une certaine manière. Alexandre Barlez. C'est vrai que l'intervention de Prat a ramené, on était sur 1,15 au niveau de l'euro-dollar, on a déjà un petit peu rebondi. Et finalement, Prat à ramener l'euro par rapport au dollar sur les niveaux qui sont quasiment les niveaux de fixation des objectifs de croissance et d'inflation de la BCE, dans la zone des 1,17. Donc on est plus sur ce niveau-là. Donc pour l'instant, on est en ligne avec le plan. Moi, j'ai quand même le sentiment que c'était aussi un message, surtout un message envoyé à l'Italie. En gros, la zone euro avance. Effectivement, ce que vous avez dit, vous êtes dedans ou vous êtes à l'extérieur. Sauf que là où je avoir un avis un peu différent, c'est que on est quand même à un moment de macroéconomie en zone euro qui est pour le moins sensible. Les indices je ne parle pas de la macroéconomie globalement, les indices de surprise économique sont sur des plus bas depuis 2011. La dernière fois qu'on était sur ce niveau-là, donc c'était la crise de la dette. Bon, c'est pas la meilleure des références. Ça ne veut pas dire que le niveau économique est sur ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on est surpris négativement par les données. On n'a jamais été aussi surpris négativement que depuis la crise de la dette. Ensuite, il y a tout ce qui s'accumule, et il suffit de regarder en Allemagne également. Il y a quand même des stats, et on a beau écouter le ministre de l'économie nous expliquer qu'il ne pense pas que la dynamique économique soit arrêtée. Il disait déjà ça à la fin du premier trimestre. Avril et mai, pour l'instant, délivrent des statistiques qui ne sont pas en ligne, encore une fois, avec le consensus, qui sont encore en dessous. Donc il n'y a pas ce rebond en Allemagne attendu au deuxième trimestre. On est déjà quasiment à la fin du deuxième trimestre. Donc ça peut poser des craintes à un moment donné au marché. Et est-ce que la réaction des indices européens ces dernières heures, 48 heures notamment, réaction assez moyenne, il y a l'Italie toujours d'un côté, mais est-ce que ce qu'on voit sur l'Europe, CAC DAX, n'est pas un peu lié à ça, à ce sentiment que la BCE va finalement normaliser au moment où la zone euro commence envoie des signaux assez moyens? Ça veut dire quoi pour la semaine prochaine, par exemple, Alexandre? Ils vont être obligés de garder une communication alambiquée, ou en tout cas une communication suffisamment flexible pour se permettre de réagir éventuellement. Ils ne peuvent pas se lier les mains trop aujourd'hui. C'est un risque, parce que je prends un cas concret. Il y aura la BCE et la Fed. Si la Fed la veille, donc le mercredi soir, on a jusqu'à présent, depuis la crise des subprimes, à chaque fois que la Fed a envoyé un message accommodant, le marché est reparti. Sauf que là, on est dans un tel niveau d'avancement du cycle économique côté US que si la Fed, à un moment donné, venait à ralentir un peu la cadence ou à se montrer craintive sur les risques de tensions commerciales et autres, je suis pas du tout persuadé qu'à ce moment-là, le marché prendrait ça comme une impulsion haussière et comme une bonne nouvelle. Et donc, si la BCE, le lendemain, envoie un message un peu similaire, et que ce sont des messages plutôt, à un moment donné, de prudence dans le contexte actuel par rapport aux émergents ou autres, est-ce qu'on n'enverrait pas là un message au marché qui est, vous avez mis des estimations de bénéfices pour les trimestres à venir peut-être beaucoup trop haut, alors que le cycle économique mondial est peut-être en train d'être un peu topiche. David, bien sûr. Ça va être quand même difficile pour la Fed de donner un signal de ralentissement de l'économie, parce que ils ont des indices ISM au mois de mai là, qui sont sur le record absolu, confiance des entrepreneurs. Les surprises économiques, elles sont, elles montent. Exactement. Et donc, US compte pas. Et donc là, non, mais là, la clé, c'est pas tant la deuxième hausse qui est acquise, c'est de savoir si on aura en 2018 3 ou 4 hausse. Et donc là, la dernière fois, ils ont sorti leur joker, ils ne se sont pas prononcés, mais là, ils vont devoir se prononcer, savoir si il faut avoir une 4e hausse des taux en 2018 ou pas. La dernière fois, ils étaient très très divisés. C'était quasiment le nombre égal entre ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Il suffirait qu'il y ait un membre de la Fed qui change d'avis
et on bascule d'un côté un peu plus dur, un peu plus en faveur d'un resserrement monétaire plus rapide. Stanislas Bernard, là, je reviens, moi, on est dans les banques centrales, mais je reviens sur l'Europe. Vous avez le sentiment que les fondamentaux vont de plus en plus guider quand même le marché obligataire désormais, perspective de normalisation de l'inflation et donc de la politique de la Banque centrale européenne, ou est-ce qu'on va rester quand même pollué longtemps par l'aversion au risque liée à l'Italie un jour, les émergents le lendemain, le cycle économique sur une enquête ou sur des données ponctuelles, ou est-ce que vous avez l'impression quand même que le marché va à un moment prendre le chemin de la normalisation, le thème de la reflation, voilà, dont on parle depuis quelques années maintenant? Alors nous on pense qu'on est en plein dans ce phénomène de normalisation des marchés, des taux, et donc en fait ça devrait être perçu comme une bonne nouvelle par les marchés. Quand on regarde, on l'a oublié, mais il y a eu une alternance depuis un siècle de cycles réels et monétaires. On a eu un cycle réel des années 30 à 60, 70, puis un cycle monétaire qui s'est terminé en 2000. Dans ce cycle monétaire, quand les taux baissent, les actions montent, d'accord ? Et l'inverse. Et dans les cycles réels, c'est exactement l'inverse. Quand les taux montent, les actions montent. Parce qu'on est dans des bonnes nouvelles réelles pour l'économie réelle. Et voilà, donc nous, on pense que cette normalisation, en fait, reconduira, sera plutôt favorable aux actions. Et plutôt une bonne nouvelle pour les investisseurs, à condition que ces taux restent à des niveaux raisonnables. Ouais, c'est ça. Et c'est le cas. Si je regarde, par exemple, pour parler tout à l'heure des États-Unis, en fait, les taux de la Fed auraient dû être à 2% depuis 2015. C'est-à-dire que si on avait appliqué la règle de Taylor, qui vous donne un peu un taux objectif des Fed Funds, on aurait dû être à 2. Donc on est resté très très en deçà beaucoup trop longtemps. Et il y a des discussions, il y a des débats, quel est le taux neutre ? Et on dit que le taux neutre, il est entre 2 et 3, en fonction des économistes. Mais ça veut dire que la Fed qui va monter à 2, en fait, puisque ça c'est dans les cours, on le sait, on n'est pas du tout, on dit qu'on est un taux neutre, c'est pas du tout un taux neutre, le taux réel est à 0, mais c'est pas un taux neutre, quoi. Je veux dire, c'est le vrai taux neutre en fait serait plutôt au-dessus, donc on n'est même pas encore dans une situation restrictive. Mais en même temps, si elle monte ses taux une autre hausse des taux là en fin d'année pour justement monter vers ce taux neutre et avoir une politique monétaire plus restrictive, qui puisse avoir un impact sur l'économie, en réalité, elle ne peut pas le faire parce que les taux longs sont à peine supérieurs aux taux courts. Et donc, on a un aplatissement de la courbe des taux. S'il y avait un risque d'inversion de la courbe des taux, le message donné aux investisseurs, c'est qu'il y a un risque de récession. Et donc, moi, je pense qu'en fait, on ne va pas avoir trop de surprises la semaine prochaine sur le front des banques centrales. Et alors la BCE, c'est quoi, pas de surprise du côté de la BCE? C'est-à-dire qu'elle va annoncer, comme c'était prévu, la réduction des achats d'achat quantitatifs, oui, tout à fait. Et pour les hausses de taux, ça sera en 2019, mais pas avant. On en parlera plus tard. La normalisation sur le marché obligataire, elle se fait quand même de manière heurtée, parce que, je sais pas, le 10 ans allemand, on l'a vu à 80 points de base en début d'année, il est passé à 20 points de base sur le stress italien, il remonte à 45, c'est pas linéaire du tout quand même, Stanislas. Non, mais ça, ce sont des achats de refuge, c'est ça. des investisseurs qui se réfugient sur des actifs sûrs et sécurisés, et effectivement, elle a bénéficié. Il faut pas se laisser troubler. C'est ça. De même que hier, le flash qu'on a eu, c'était pas un flash crash d'ailleurs, c'était un flash sur le T-bond américain. Un rallye flash, puisque le 10 ans américain a baissé brutalement. C'était la conséquence brutale de la détérioration de ce qui se passait au Brésil. Tout de suite, les investisseurs se réfugient sur des actifs ou cherchent à se couvrir ou couvrir leur position exposée sur les marchés émergents. Ça c'est le principal thème des jours à venir, parce que le G7 s'ouvre. Qu'en sera-t-il de ce G7 ? Est-ce qu'il va se terminer sur quelque chose de neutre où chacun va essayer de sortir la tête haute, ou est-ce qu'on va aller vers un vrai clash ? S'il y a un vrai clash, il se peut que lundi matin, vous ayez tous les signaux d'aversion au risque qui s'allument. L'once d'or qui grimpe, le yen, le franc suisse, les taux qui partent à la baisse. Ces derniers jours, en tout cas, ces dernières 48 heures, on ne va pas dire les dernières semaines, les dernières 48 heures, c'est ce qu'on a observé. Les indices de volatilité qui repartent un petit peu sur les techs, sur les indices tradis, l'once d'or qui retrouve des plus hauts, entre guillemets, d'une semaine, le yen qui se renforce un petit peu, le franc suisse aussi. C'est très léger, c'est à peine pas. Mais le 10 ans US qui part un petit peu à la baisse, ça, c'est ce qu'on a vu dans les crises précédentes de manière bien plus ample quand il y a de l'aversion au risque. Donc pour l'instant, c'est léger risk-off avant
prendre le G7 quand même. Vous craignez le G7? Moi, je crois qu'il n'y a pas un G7 qui a servi à quelque chose depuis, je sais pas, les accords du Plaza, donc on verra. Non, mais il y a des sujets de tension commerciale, mais bon, est-ce que le Non, G7... mais on n'avait pas eu de G6, en tout cas. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que maintenant, on passe au G6, c'est peut-être une nouvelle histoire. On marque une pause, on va en dire un mot quand même du G7, effectivement. Et puis, non, je voulais qu'on dise un mot des émergents, parce qu'on parle des émergents, le Brésil, ça paraît toujours très très loin, mais il y a des valeurs exposées au marché brésilien qui souffrent particulièrement aujourd'hui, notamment Edenred, Saint-Gobain, Casino, Carrefour. On va clôturer ensemble la séance à Paris dans un instant. Le CAC 5446 points en attendant la clôture définitive. La clôture du CAC 40 ce soir et fin de semaine, 5450 points. Alors là, pile poil, 5004, 5005, on est au milieu. C'est la fourchette d'évolution du CAC depuis plusieurs jours maintenant. Je vais laisser la parole à Alexandre Baradez dans un instant pour les aspects plus techniques de ce marché. Mais on termine à l'équilibre parfaitement donc pour l'indice parisien, malgré un marché italien qui continue de souffrir. Alors on voit que problèmes italiens pour l'instant restent assez bien contingentés en Italie avec des tensions toujours sur la dette italienne. On l'a vu encore, un spread qui s'est écarté, 260-265 points de base contre le 10 ans allemand notamment. On est à plus de 3% pour le 10 ans, 3,12 même pour le 10 ans italien ce soir. Le secteur bancaire italien évidemment toujours en première ligne dans ce genre de crise. Donc un secteur bancaire italien qui a baissé de plus de 2% ce soir. La bourse de Milan qui recule de 2%, mais les autres marchés européens finalement assez peu affectés. On a retrouvé nos valeurs du luxe dans le bon sens après le petit hic d'hier, des baisses de 4-5% sur les gros poids lourds du luxe, star de la cote, moteur de performance du CAC 40 depuis plus d'un an maintenant, les Kering, LVMH qui reprennent du terrain. Alors Kering qui a même complètement effacé la baisse d'hier, plus 5,5%, LVMH qui baissait de plus de 3% hier, récupère 1,4%, et puis Hermès qui se stabilise, moins 6% hier pour Hermès. Le titre termine sur une progression de 0,4%. On était sur des plus hauts historiques pour le titre Hermès, y compris en termes de valorisation. Quand on reporte le prix de l'action Hermès par rapport aux bénéfices estimés de l'année à venir ou de l'année suivante, on peut prendre les choses comme on veut. Ça reste excessivement cher. Le titre Hermès est historiquement cher par rapport à un secteur du luxe qui lui-même est déjà très cher par rapport aux métriques historiques. Et puis on notera quand même que le Brésil s'est invité aussi un peu dans cette séance parisienne avec des valeurs brésiliennes qui ont un peu plus souffert que les autres. Saint-Gobain notamment, moins 4%. On a vu Edenred qui plongeait à un moment de plus de 6%, plus forte baisse du SBF 120. Edenred qui termine sur une baisse de 4%. Et puis Casino, Carrefour qui n'ont pas que le Brésil comme problème évidemment, mais ce sont des valeurs des distributeurs là aussi exposés au marché d'Amérique du Sud et au Brésil. Casino recule de plus de 2% ce soir. Carrefour, moins 1%. Carrefour qui clôture sous les 15 euros. On est au plus bas de 6 ans sur le titre Carrefour quand même. Donc c'est à signaler. 14,95 € pour le titre Carrefour ce soir. L'euro-dollar, après être passé hier au-delà de 1,18, est revenu sous ce niveau. 1,1760 ce soir pour 1 euro. Et le CAC donc à l'arrivée, plus 0,03% précisément, 5450 points. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Alexandre Baradez, donc analyste de marché chez IG. Bon, la semaine du CAC, la semaine technique, 5004, 5005, on termine pile entre les deux. On est au milieu du gué sur le CAC. On est vraiment au milieu du gué, techniquement parlant, parce que si vous dézoomez un graphique du CAC sur le très long terme, vous avez CAC hors dividende évidemment, vous avez la zone technique au supérieur qui est celle de 2007, donc la zone des 6000, 6200 points, et puis vous avez toute la zone qui est celle de support cette année, la zone des 5000. Et en dessous, il n'y a pas beaucoup de relais avant les 4500 points. Donc, soit on a de très bonnes nouvelles et on transperce les 4500, 4006, on regagne les sommets et on file vers les 6000. Donc ce serait un rallye assez rapide, je pense, parce que ça fait longtemps qu'on est dans cette phase de consolidation. Sauf que pour l'instant, ce qui moi m'inquiète à court terme, c'est que pendant quelques jours, au début de la crise italienne, le CAC et le DAX tenaient plutôt bien. Le MIB lui corrigeait, le MIB italien corrigeait, mais le CAC DAX tenait bien. Et ces derniers jours, notamment fin mai, début juin, on a eu une accélération, une corrélation à la baisse. Donc le MIB baissait, CAC et DAX ont baissé. Et donc vous avez l'ensemble, et l'IBEX aussi, donc tous les indices européens ont eu un poids. Et d'ailleurs cette semaine, les indices US ont bien mieux performé que la partie européenne. Donc, une petite contagion, je mets ça entre guillemets, une petite contagion quand même du risque italien. Le problème, c'est que cette petite contagion ramène, avec les craintes commerciales en sous-jacent, ramène le CAC, si on parle que du CAC, sur des niveaux techniques particulièrement sensibles. Parce que si vous regardez un graphique là, moins long terme, la zone des 5400 points, c'est une zone dans laquelle vous trouvez deux moyennes de prix 50 et 100 jours, donc c'est une moyenne de référence, et vous avez un ancien niveau technique formé juste après l'élection française, que le marché a beaucoup testé depuis l'élection française, au-dessus et en dessous,
mais qui a servi vraiment de zone de référence. Et sous ce niveau-là, donc il y a convergence moyenne de prix et niveau technique. Si on casse ça, il n'y a rien quasiment avant les plus bas annuels, donc les 5000 points. C'est devenu un gros support, voilà. là, une grosse 5004, pour l'instant on est légèrement au-dessus, donc c'est relativement neutre. Si on passe sous les 5004, je pense que ça devient très dangereux, surtout, et là ce sera le vrai signal d'alerte, surtout si les US suivent le mouvement, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Donc il faut être deux signaux techniques côté CAC purement et simplement, corrélés avec un signal plus négatif côté US, et là effectivement on irait et on filerait vers les 5000 points très rapidement. Stanislas Bernard, 21st Capital avec nous autour de la table. Moi ce que j'ai trouvé très intéressant dans la séance d'hier, qui a été une séance quand même assez intéressante, puisque le luxe baissait de 4-5%, eh bien on voyait le CAC à l'équilibre. Grâce à qui? Grâce aux banques, entre autres. Ouais. Intéressant de voir les banques qui sont venues en relais comme ça de la baisse du secteur du luxe pour tenir le cas. Ça faisait longtemps quand les banques, elles étaient au tapis la semaine dernière, hein, sur des plus bas en zone euro avec la crise italienne. Est-ce que comme on se pose des questions sur la valorisation du secteur du luxe, est-ce qu'en contrepoint, il faut s'interroger sur le secteur bancaire? Et visiblement, vous avez plutôt une interrogation positive même sur le secteur bancaire. Oui, en fait, le catalyseur, ça a été l'annonce de la BCE, ouais, c'est ça. Du chef économiste, effectivement, puisqu'en annonçant qu'on allait à terme assez vite remonter les taux progressivement, puisque c'est ce qui va se passer en 2019, on redonne de l'oxygène aux banques, ouais. Puisque aujourd'hui leurs dépôts leur coûtent très cher. Il faut savoir que les dépôts, traditionnellement, c'était placé au taux court et donc ça rapportait de l'argent aux banques. Donc ça va avoir un impact important sur leurs profits. Par ailleurs, il y a quand même une croissance en Europe qui s'installe, qui risque de se poursuivre. Et ça, c'est annonciateur d'une augmentation du volume des prêts. Donc ça aussi, c'est positif pour les banques. Et quand on regarde les valorisations, je pense qu'elles ont énormément souffert depuis la crise de 2011, où il y a une désaffection des investisseurs étrangers vis-à-vis de ces banques qui sont exposées au risque de la zone euro. Et donc, elles ont été un peu considérées comme un investissement pas très intéressant. Je pense que ça va changer parce qu'aujourd'hui, la décote atteint quand même 35% par rapport au marché. Donc on est quand même sur des niveaux élevés de décote. À l'inverse de ce qu'on a sur le luxe. Oui, c'est ça, voilà, c'est vraiment le contrepoint du luxe, hein, c'est ça qui est intéressant. Et en même temps, tout laisse penser que le retour sur fonds propres, le return on equity va augmenter. On devrait aller vers 10%, ce qui serait très favorable. Le ratio des fonds propres, il est à 15%, on était à 7% durant la dernière crise de 2008. Donc on est quand même sur des niveaux beaucoup plus confortables, des fondamentaux beaucoup plus sains. Et il y a un dernier aspect lié aussi à l'Europe, c'est que la Commission européenne est favorable aux fusions transfrontalières. Et on parle justement des rumeurs entre la Société Générale et Deutsche Bank. Et ça, c'est très important. Je pense que ça va avoir un impact parce qu'il y a une volonté politique très forte. Wow. Vous y croyez à l'histoire des fusions pan-européennes? Il y a eu une dérogation pour permettre de faciliter ces fusions transfrontalières dans le calcul notamment des modalités de fonds propres et de liquidité qui étaient jusqu'à présent, qui empêchaient jusqu'à présent d'envisager des fusions parce qu'elles coûtaient beaucoup trop cher. Frédéric Oudéa de la société nous dit l'environnement n'est pas suffisamment clair, je n'y crois pas, et on pense notamment alors tout ce qui n'est pas complété du point de vue de l'union bancaire et de l'union des marchés de capitaux. Enfin, est-ce que ça c'est un préalable, un prérequis nécessaire pour avoir alors ce qui serait peut-être la cerise sur le gâteau pour le secteur bancaire, des fusions entre banques de différents pays? En tout cas, si ces fusions, en fait, indépendamment de ces fusions, le secteur est vraiment intéressant. Même sans ça, voilà, valorisation. D'accord. Donc pour nous, c'est plus une possibilité qui rajoutera de la valorisation à ce secteur qui a été délaissé depuis la crise. Ouais. Il faut avoir une analyse positive de la situation italienne également, Stanislas, pour ce secteur, pour investir dans ce secteur bancaire aujourd'hui. Enfin, il faut être convaincu que ça ne va pas déraper plus que ce qu'on a vu. Être convaincu qu'il n'y aura pas de sortie de la zone euro. Ouais. Secteur bancaire, pour ou contre? David, non mais face au luxe, est-ce que c'est un call là aussi que vous partagez avec Stanislas, ou est-ce que vous êtes plus réservé ou encore plus confiant, j'en sais rien? Non, alors chez Senso Investment Solutions, les banques c'est un secteur qu'on aime bien depuis peut-être un peu trop longtemps. Oui, c'est ça. On était un peu en avance sur le sujet. Mais vous y croyez toujours, vous n'avez pas capitulé sur l'idée d'avoir des banques en portefeuille? On reste confiant pour toutes les raisons fondamentales qui ont été évoquées à l'instant. En effet, c'est vrai que de passer de moins 0,4 en taux d'intérêt pour le jour, ne serait-ce qu'à 0,
Ouais, enfin ça c'est pas tout de suite quand même. Hein. Enfin, je veux dire, les analystes de la Banque centrale, ceux qui suivent ça, nous disent c'est au mieux mi-2019, voire peut-être décaler un peu dans le temps parce que la BCE va rester très 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 prudente. Oui, enfin c'est demain. On regarde toujours les résultats de l'année d'après. Hein, le marché le verra avant, quoi, vous voulez dire, l'intégrera avant. Exactement. Donc non, mais à ceux qui ont des banques, je pense aux actionnaires, enfin aux épargnants qui peuvent nous écouter particuliers, le message c'est quand même ne capitulez pas là-dessus. C'est pas le moment. Non, c'est pas le moment de les lâcher. Alexandre, un mot rapide, il faut qu'on marque une pause, mais sur l'aspect bancaire. J'ai l'impression qu'en zone euro, il y a deux gros thèmes qui surplombent les autres. C'est le cas de Deutsche Bank. On voit que les services de Deutsche Bank progressent, on voit que les cours sont sur les plus bas depuis. Et il y a la question italienne, parce que les premiers propos du nouveau gouvernement, c'est quand même de vouloir, c'est une volonté, c'est pas fait, mais de vouloir remettre et détricoter un petit peu ce qui a été fait auparavant sur certaines nominations, certains mouvements sur le secteur bancaire italien, avec tout en toile de fond la question des prêts non performants. Donc c'est vrai que je pense que ça devra être positif si ces deux gros risques, Deutsche Bank d'un côté et Banque italienne de l'autre, ça pour l'instant les CDS Deutsche Bank qui sont pas tellement orientés à la baisse. Donc il ne faut pas souhaiter le pire, mais ça reste pour moi Deutsche Bank un des risques principaux. C'est pas une paille systémique. Non, mais c'est sûr. Deutsche, effectivement, le sujet est loin d'être réglé. Le titre est au tapis. On a marqué des plus bas historiques encore la semaine dernière sur Deutsche, sous les 10 € toujours ce soir. Pour le secteur bancaire qui n'était pas franchement à la fête, c'est vrai qu'hier on les a vus revenir un petit peu ces banques. Aujourd'hui, elles repartent violemment à la baisse. Enfin, en tout cas, le secteur bancaire en Italie perd encore 2%. Et donc, ça affecte toujours un petit peu nos autres banques. À Paris, Crédit Agricole, moins 0,8%. BNP Paribas recule de 0,75%. Le CAC, à l'arrivée ce soir, 0+, plus 0,03%. On est resté dans le même range de fluctuation, dans la même fourchette d'évolution tout au long de la semaine, entre 5004 et 5005. Pour terminer, pile entre les deux ce soir, avec un CAC 40 à 5450 points. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Quelques minutes encore en compagnie de nos invités pour un petit tour de table sur les émergents. Alors voilà, la clôture du CAC, plus 0,03% ce soir, 5450 points. On a bien raconté la semaine du luxe qui se reprend après le petit blip d'hier, le petit hic. Les valeurs du luxe qui ont un peu tout sauté. Mais il y a des valeurs émergentes ou identifiées comme étant exposées aux émergents qui souffrent un peu aujourd'hui. Saint-Gobain, Edenred, Casino, Carrefour. Le point commun, c'est notamment le Brésil. Mais je vous laisse libre de commenter la situation dans les émergents de manière un peu plus globale. Stanislas Bernard, président 21st Capital, ce qu'il faut commencer à être très inquiet pour les pays et les marchés émergents avec les répercussions qu'on pourrait subir à un moment ou à un autre. Alors nous pensons que c'est plutôt une opportunité d'investissement, notamment sur les devises émergentes qui ont beaucoup souffert là, depuis ces dernières semaines par rapport au dollar. Le cas du Brésil dont on parle, effectivement, affecte ces valeurs françaises qui sont les plus exposées au marché, dans leurs exportations. Mais en fait, le Brésil, c'est un cas particulier, puisqu'il y a eu une grève des transporteurs de 11 jours qui a mis au tapis le pays. Incroyable. Qui a coûté des milliards de réals. Paralysé le pays. Et le réal est monté on est à à 4 réals pour 1 dollar. C'est ça. On vient de 3. Même 2,5. Donc en fait, l'impact est absolument énorme. La Banque centrale a essayé d'intervenir pour défendre la devise, n'a pas réussi. Est-ce qu'elle va monter les taux? C'est pas forcément une bonne nouvelle. Et puis il y a des élections présidentielles en octobre. Et apparemment, les candidats qui sont plutôt pro-marché, favorables au marché et au libéralisme, c'est pas ceux qui sont en position de gagner aujourd'hui en tout cas. Donc sur le Brésil, nous on est d'avis d'attendre octobre avant de se positionner. Et de manière générale, les émergents ont souffert avec la hausse du dollar, la hausse des taux d'intérêt, parce que les coûts de refinancement pour les économies émergentes dollarisées sont plus élevés et donc les plus fragiles sont encore plus fragilisés. C'est le cas notamment de l'Argentine. On a vu, le peso, on a des taux d'intérêt à 40%, ce qui est phénoménal. La Turquie aussi a été affectée. Et tous ces pays ont un point commun, c'est des déficits de la balance courante. Donc très dépendants des financements externes, notamment en dollars. Mais en revanche, du côté Asie, on n'a absolument pas ça. Vous regardez Corée du Sud, Taïwan, ces pays fonctionnent très bien. C'est plutôt là-dessus que vous êtes constructif sur cette partie-là, sur la partie asiatique. Et ont été plutôt vertueux. Donc les économies émergentes qui ont été vertueuses dans le passé bénéficient et sont pas vraiment impactés par la hausse du dollar ou des taux peuvent tout à fait supporter. Non mais c'est ça qui est intéressant. C'est pas du côté des plus fragiles que vous voyez des opportunités, mais plutôt au contraire du côté de ceux qui se portent bien et qui s'en sortent le mieux. Un mot des émergents, David. Oui, chez Sanso, on pense que les émergents ont vraiment toujours un pouvoir de diversification qui leur donne une place, je dirais,
très stable dans nos portefeuilles. Alors effectivement, les périodes de hausse du dollar sont des périodes à risque, hein, puisque on sait bien l'impact un peu... le cercle vicieux qui peut vite s'engager, hein, avec une attaque sur la devise. Pour défendre la devise, on monte les taux, on étouffe l'économie, etc. Ouais. Au niveau de la dynamique bénéficiaire de ces marchés, globalement, on est quand même sur des choses qui, même si ça s'est tassé un petit peu ces derniers temps, on est encore sur une dynamique quand même assez... Les entreprises engrangent encore une croissance de profit. Hein, c'est ça. Tout à fait. Et en termes de valorisation, donc il y a toujours une décote, hein, entre émergents et pays développés. Des fois, cette décote touche des points extrêmes. On n'en est plus là, grâce au grand rallye qu'on a eu l'année dernière. Mais on n'est pas encore au point minimum. À une décote normalisée. Voilà, exactement. Donc il y a encore du chemin à faire. Alexandre, conclusion, 20 secondes. C'est vrai que la dernière fois qu'on était sur ce niveau-là, sur les devises émergentes, Amérique du Sud, l'Argentine, Brésil, 2013 2015-2016. Ah oui, 2015-2016. Les marchés même des pays développés n'avaient pas la même tête. C'est-à-dire qu'on était sur des phases correctives et assez sensiblement fin 2015, début 2016. Il y avait un vrai trou d'air, même sur l'Europe et les États-Unis. Sauf qu'à l'époque, la macroéconomie de ces pays-là était quand même beaucoup plus faible. Donc c'est ça qui aujourd'hui peut aussi amortir un petit peu le choc, à condition que ça ne dure pas trop longtemps évidemment avec les risques inflationnistes. Je regarderais surtout le côté de la Chine en revanche pour l'aspect, alors je ne sais pas si on peut la qualifier d'émergent encore, mais sur la question, donc pas tellement de la devise, mais du high yield. Le high yield en Chine est à surveiller, en Asie globalement est à surveiller, et partout ailleurs. On a vu que les ETF high yield se comportent assez moyennement ces dernières semaines. Et donc sur la Chine, le high yield reste à surveiller. Il n'y a pas que les devises, aussi le high yield asiatique et émergent à surveiller. La dette à haut rendement, le high yield, la dette spéculative. Merci à vous trois. Merci messieurs. Alexandre Baradez, IG, David Calfon, Sonso IS et Stanislas Bernard, 21st Capital, qui étaient les invités du Club de la Bourse. On marque une pause, vous marquez une pause et vous retrouvez la suite du programme dans un instant sur BFM Business, bientôt 18h. Nous on marque une pause qui s'appelle un week-end et on se retrouve lundi dès 15h30 pour Intégral Bourse. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.